Le kidnapping de l'activiste et juriste Razan Zaitouni le 11 décembre dernier et de ses compagnons, le bombardement d'hier de la région d'Alep nous plonge tous les jours dans l'émotion et l'incompréhension de la crise syrienne. Cette table ronde a pour objectif de poser le débat, d'interroger le terrain et d'explorer les possibles, les opportunités post-conflit. Il y a plus que 600 organisations civiles maintenant qui travaillent à l'intérieur de la Syrie et à l'extérieur. Des jeunes garçons et filles qui font un travail colossal. Et malheureusement, on n'en voit rien dans les médias. Alors, quand le régime reprend une région, il faut aussi savoir qu'il est par nature incapable de renouer avec la population locale. C'est un régime qui est incapable de se réconcilier, de reconstruire. C'est un régime qui est en permanence dans une posture de vengeance. Tous les intellectuels de la gauche libérale ou de la gauche tout court, ou même les intellectuels démocrates, ont subi la répression, ont été souvent emprisonnés, interdits d'expression et envoyés ou en prison, ou au cimetière, ou en exil. Les grands groupes islamistes pragmatiques aujourd'hui ont des relations de plus en plus tendues avec l'État islamique, mais cherchent à éviter le conflit, précisément parce qu'ils savent bien que c'est un conflit qui profiterait à Assad. Ce pouvoir s'appuie sur ceux qui croient en lui, qu'ils soient de la majorité religieuse ou des minorités religieuses. Il a instrumentalisé la question religieuse et il a pris en otage plusieurs communautés. L'intervention militaire est-elle possible? Est-ce qu'elle est une solution? C'est aussi bête que ça. Et là, il y a eu une évolution à un moment donné, mais on peut en reparler. Grosso modo, le tournant, à mon avis, très important dans cette crise qui a été la crise chimique, c'est-à-dire l'épisode chimique, c'est-à-dire ce fameux, ou ce nom, en anglais j'aurais dit infamous event du 21 août 2013. Il y a eu une série de choses qui sont quand même frappantes et qui font qu'à mon sens, en tout cas, on ne peut plus vraiment parler de la situation syrienne comme on en parlait avant. Ce ne sont pas des changements de degré, ce sont presque des changements de nature. Je ne suis pas personnellement convaincu que Bachar soit soutenu aujourd'hui, tel quel, par la Russie et par l'Iran. Avec l'aide de ses amis européens, et je dis plus russes et iraniens, le régime syrien se sent très reconforté. Il utilise plusieurs moyens comme marchepied pour arriver à ses fins et il prépare la réunion de Genève avec la terreur et la tuerie organisée. D'abord, comment est-ce que ce régime, dont on veut le départ, parce qu'on pense qu'il n'est plus légitime par rapport à son peuple, comment peut-il partir et par quoi faut-il le remplacer? De quel problème on va discuter à Genève 2? Et c'est là où je crois qu'il y a quelque chose d'essentiellement vicié à la base de cet exercice-là, qui est la différence de ce qu'on appelle en anglais les narratives, sur comment on décrit ce qui se passe en Syrie. Donc on voit bien, comme tu le disais d'ailleurs, que dans la manière dont on remplit Genève 2 ou Montreux, on n'est pas du tout d'accord actuellement sur ce qu'on veut mettre. Le but de la conférence de Montreux n'est pas de trouver une solution au conflit syrien. Pour les États-Unis, il s'agit de continuer à, on va dire, de mettre un vernis diplomatique à une politique qui consiste à se laver les mains du conflit. Mais ils veulent absolument y traîner les rebelles, l'armée syrienne libre et le front islamique. Si les rebelles acceptent, ils vont être décrédibilisés sur le terrain, et je pense que ça profitera inévitablement aux groupes liés à Al-Qaïda. Et s'ils refusent, il y a un risque que les Américains, en tout cas certains, apparemment à Washington veulent faire ça, voudraient criminaliser ces groupes, en disant finalement on va vous considérer comme de vulgaires terroristes, comme on le fait déjà avec les groupes liés à Al-Qaïda. Ce qui, finalement, dans les deux cas, on a la même situation, c'est-à-dire que pour les Occidentaux, il n'y a plus aucun interlocuteur crédible sur le terrain. C'est évidemment tout bénéfice pour le régime d'Assad. Et maintenant, les Syriens qui meurent tous les jours sous le regard indifférent, et je le dis encore une fois, indifférent de nous tous, on les regarde mourir, tout ce qu'on peut faire, c'est partager leurs photos sur Facebook et dire « Ah, quel dommage !» Il ne s'agit pas du tout ici de non-ingérence sous des prétextes ou sous des labels légitimes, avouables ou nobles, etc. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train
peut-être sciemment, mais très probablement pour certains inconsciemment, de laisser une situation pourrir à un point où à chaque fois qu'on croit en fait trouver le cadre d'une solution, la réalité du problème à solutionner est déjà bien avant et beaucoup plus dégradée que ce qu'il y avait au préalable. Je remercie ici tous les participants, Selem Kawakibi, Joseph Paout, Thomas Pierret, Véronique de Keyser, ainsi que Barbara Delcourt et Christian Olson, d'avoir dit oui et répondu à l'appel. Je remercie également la Fondation Bernheim pour avoir soutenu cette conférence, ainsi que l'Institut d'études européennes et l'Université libre de Bruxelles.